Ailleurs. Mort. Gardeur. Fou. Portez. À main. Immobile. Monsieur le Président de la Cour militaire de Kinshasa, Robert, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les horaires et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Douba et Djumba Ferrier. L'audience de la Cour suspendue et reprise à monter les pots. À vos ordres, mon colonel. Ok. Rep. Pour la lecture de l'extrait des rôles pénal de l'audience de séjour. Pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière oppressive au premier degré, en chambre foraine, ce lundi 18 septembre 2023, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, 6 dans la commune de Lomé. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 347/23, RMP numéro 4062/23/8, en cause l'auditeur militaire supérieur ministère public. Contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, en foot. 2. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela. Prévenu 2. Désertion simple. Trahison. Incitation des militaires. Et divulgation des secrets de l'armée. Fait Kinshasa le 14 septembre 2023, le greffier principal Mouno Mousekouane Vincent, lieutenant-colonel. Là, l'unique affaire prévue à l'extrait des rôles de séjour, le RP 347/23, en cause l'auditeur militaire supérieur du ministère public contre le prévenu lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes et M. Salomon Idi Kalonda Dela. La Cour espère que ce sont les mêmes chaînes agréées à l'audience passée. Y a-t-il de nouvelles chaînes qui n'étaient la publicité, donc au cours de ces principes qu'il faut respecter, la Cour a eu donc à son temps à autoriser plusieurs chaînes à couvrir ces procès. Nous croyons que même BBC aussi c'est une chaîne dont une chaîne connue. Nous ne voyons pas d'inconvénient pour la même autorisation, n'est-ce pas, pour aussi la chaîne BBC. Notifié de la date d'audience de séjour par le biais du parquet militaire. Monsieur l'officier du ministère public. Oui, merci. Code judiciaire militaire et le rabat, n'est-ce pas, des défauts, requérons à l'audience d'aujourd'hui qui plaise à votre cour de faire application des mêmes dispositions. Donc les articles 326 et 327 et requérir et retenir les défauts à charge du prévenu Ali. Nous avons ça. Tient les défauts en ce qui concerne le lieutenant-colonel Ali Inoussa. Je crois que la liste des avocats qui comparaissent a été déposée, mais je ne suis pas
comme à l'audience passée, je crois que chacun des avocats peut décliner, quitte à la cour, et vérifier avec la liste qu'il a. Donc c'est l'inverse, que la cour appelle chaque avocat. C'est mieux. Voici. Je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Merci. Compliqué. Les prévenus auraient dû simplement demander la chaise pour s'asseoir. Nous savons qu'il est malade. Parce que c'est avec l'autorisation, n'est-ce pas, de l'auditorat qu'il est interné dans un centre hospitalier. Nous savons qu'il est malade. Donc il aurait simplement demandé la chaise. Aussi, Monsieur le Président, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas d'un procès de la honte. La honte peut-être pour le prévenu, pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas une honte pour la République. C'est un procès comme tout autre procès. Je tenais à donner ces précisions. Donc aussi, Monsieur le Président, une autre précision. Si le prévenu estime que nous avions cru qu'il est venu ici avec l'autorisation, n'est-ce pas, de ses médecins. D'ailleurs, il s'est fait accompagner d'un personnel de l'hôpital où il est interné. Donc, le parquet ne l'a pas pris de force pour venir répondre à l'audience d'aujourd'hui. Donc, s'il y avait un avis contraire, de ce médecin, il n'allait pas venir. Les avocats allaient, n'est-ce pas, devaient se présenter, n'est-ce pas, acter n'est-ce pas, leur comparution de manière conservatoire et demander une remise, ce qui n'a pas été le cas. Donc lui-même, n'est-ce pas, s'est senti à mesure de répondre, n'est-ce pas, à l'audience d'aujourd'hui. Monsieur le Président, nous tenons à donner cette précision, surtout qu'il s'agit d'un procès médiatisé. Il ne faut pas qu'on dise que, n'est-ce pas, les parquets l'a contraint à répondre alors qu'il est malade. Les médecins ont donné, n'est-ce pas, c'est une présomption, nous pensons, irréfragable. Les médecins ont donné l'autorisation pour qu'il comparaisse à l'audience d'aujourd'hui. S'il estime qu'il ne peut pas comparaître, ses avocats sont là, ils pourront toujours à tout moment formuler la demande pour une remise. Monsieur le Président, nous avons tenu à donner cette précision. On doit de temps en temps regarder le ministère public. Nous sommes dans une audience publique et c'est une demande. Et le client fait la demande comme il entend. Et je ne peux pas, je dois appeler ça un avis ou c'est un réquisitoire. L'intervention du ministère public est sans objet. Maître Lévy, la Cour a déjà réagi. Oui, merci. Le mot relève de l'appréciation de chacun, quitte à la Cour d'en tirer les conséquences. Ici, nous disons qu'il n'a pas été ramené de force. Il a rappelé que ce procès de la honte, et c'est son mot, et il a un contenu, parce que même dans le mémoire unique et dans le développement de l'argumentaire, il va être développé cette option de démontrer en quoi ce procès est un procès de la honte. Et donc, si intempestivement, la parole va être accordée à une partie, eh bien nous entendons que la même vitesse de l'octroi de la parole soit aussi accordée à l'autre partie pour un procès équitable. Nous l'avons dit. Soyez-en rassurés, maître. La parole au juge. Faire remettre tout document ou écrit qui, de par leur nature et secret, article 151 du Code pénal militaire. B. Certes, en temps de guerre ou pendant des circonstances exceptionnelles rendues coupables de trahison. Article 128.3 du Code pénal militaire. C. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Article 88 du Code pénal militaire. C'est conformément aux dispositions pertinentes de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire
que nous venons de poser le présent mémoire unique au nom et pour les comptes du prévenu susnommé, qui dispose: si le prévenu entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisie ou des nullité de procédure antérieure à la comparution, il doit à peine dire son utilité et avant le débat au fond, déposer un mémoire unique. De développer ou de résumer ou de mettre en exergue l'intégralité. Alors je craignais que les greffiers n'entrent dans la lecture du mémoire qui appartient au parti. C'est à cause de ça que je me suis permis de solliciter. Vous voulez que la Cour vous accorde la parole oui, pour développer vos moyens? Absolument. Absolument. Parce que ce n'est pas les moyens du greffe. Oui, nous sommes tout à fait là, les différentes demandes. Nous sommes tout à fait là. Pour développer ces moyens pour tenir dans les... À deux sur le développement des moyens de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail. Ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, distingué organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je l'ai dit parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère, même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Il y a eu une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wa. Ce qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services de renseignement militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments-là. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui le concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent de renseignement en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires. D'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ses services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces, et tout ce qui se retrouve en l'état. Ce service va prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi, ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda Dela a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit.
certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va attirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Lorsque, je ne sais pas s'il est au PJ, c'est le major Kangodi, le colonel Ngodi va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jericho, le premier ministre honoraire Matata Pogno va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas. Et le jour où, à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement Salomon Kalonda était présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Ça ne nous étonne pas, c'est pourquoi le ministère public n'a même pas voulu retenir cela. Mais cela démontre la logique de la cabale. Et pour finir, Monsieur le Président, les raccordements frauduleux qui vont être opérés afin que Salomon Kalonda comparaisse par devant vous, parce qu'il est civil de son État et mon confrère va le relever, uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparaître devant vous. Et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, je clôture cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur 2 moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle liée à la qualité des civils de M. Salomon Idi Kalonda qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment on sait qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Je vous remercie. De la composition, Monsieur l'officier du ministère public. Monsieur le Président, nous allons commencer notre exposé par l'incompétence de la Cour militaire. Les principes de base étaient dictés par l'article 19, alinéa 1er de la Constitution qui dispose: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et l'alinéa 1er de l'article 156
de la Constitution dispose. Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale, point à la ligne. Donc il ressort de son identification faite devant la cour des séants et des informations fournies dans la décision de renvoi que le prévenu Salomon Idi Kalonda Dela est un civil et donc pas justiciable de juridiction militaire en général et de la cour des séants en particulier. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de juridiction militaire les militaires des forces armées congolaises et assimilés. Et par assimilés, il faudrait attendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Bien plus, l'article 121 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de la cour militaire 1. On cite les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang. Les personnes justiciables par État de la cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence de juridiction militaire. Les fonctionnaires de commandement du ministère de la Défense, de la police nationale, du service national ainsi que de leurs services annexes. Les magistrats militaires des tribunaux militaires de garnison et ceux des auditorat militaires près ces tribunaux militaires. Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. Cette disposition légale énumère limitativement les personnes justiciables de la cour militaire. Ainsi, nulle part, il y est repris la catégorie dans laquelle peut-on retrouver M. Salomon Idi Kalonda Dela dans l'énumération faite à l'article 121 du Code judiciaire militaire. Ainsi, dès lors qu'il y a la présence d'une personne non revêtue de la qualité de militaire, la cour militaire devrait décliner sa compétence, car la combinaison des différents articles va dans ce sens, à savoir, nous avons l'article 76 du Code judiciaire militaire qui dispose: les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions commises, de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. L'article 111, in fine, du Code judiciaire militaire. Elles sont en outre compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre. Aujourd'hui, cette disposition-là, Monsieur le Président, est remise en cause par l'article 115 du Code judiciaire militaire tel que modifié. Ainsi donc, l'article 115 du Code judiciaire militaire modifié dit ceci: les juridictions des droits communs sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable de juridiction militaire, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la Cour des séants devrait tirer toutes les conséquences qui s'imposent par rapport aux différentes dispositions légales si haut exposées. D'ailleurs, dans un de ses célèbres arrêts, en l'occurrence celui du 21 février 2020, sous RPA 172-19, la Haute Cour militaire a reconnu sans ambages son incompétence à statuer dans un dossier impliquant des civils et des militaires en ces termes. Quant à la compétence de la Cour militaire, il se dégage des pièces du dossier et des débats au premier degré que Mouchaïla est poursuivi avec 4 prévenus pour avoir commis l'infraction principale en participation criminelle avec un civil et 2 autres militaires.
Moutchaï et 2 autres sont poursuivis avec un civil pour participation criminelle directe à la commission d'un vol. Les civils n'étant pas justiciables de juridiction militaire et l'état de siège, la guerre et l'urgence n'étant pas justifié, en l'espèce, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent à juger pour participation criminelle directe à la commission du vol. La haute cour militaire conclut, disant droit, déclare recevable et fondé l'appel du prévenu Moutchaïda Mouzès, constate l'incompétence et l'irrégularité de la saisine de la cour militaire du Haut-Katanga. Dans le même ordre d'idées, il y a aussi lieu de rappeler le dossier RP 009/0010/18 opposant l'auditeur général, ministère public, contre le général-major Ingila Yav, Jean-Luc, et consort devant la haute cour militaire, où l'on retrouve également des prévenus civils poursuivis en participation criminelle avec le militaire. Saisi sous R-Cons 876/899 par différents prévenus pour divers motifs, la Cour constitutionnelle, dans le développement de l'arrêt, renchérit en disant que les prévenus n'étant ni militaires, ni un policier, ni un membre du service national, mais bien un civil, il est justiciable de juridiction des droits communs et doit être déféré en l'espèce devant la juridiction des droits communs, compétente pour connaître les faits pour lesquels il est actuellement poursuivi devant la haute cour militaire, en l'occurrence les tribunaux de grande instance du lieu de la commission des faits, ou du lieu de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu où il aurait été appréhendé, conformément à l'article 19 alinéa 1er de la Constitution et à l'article 115 de la loi numéro 23-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié par la loi numéro 17/003 du 10 mars 2017. Dans son dispositif, elle déclare que l'article 112 alinéa 1er.7 de la loi numéro 023/002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire viole les articles 19 alinéa 1er et 156 de la Constitution que nous avons déjà lu un peu plus haut. C'est ainsi que faisant sienne cette position de la haute juridiction, à savoir la Cour constitutionnelle, la haute cour militaire se conformant aux dispositions de l'article 94 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dispose que les arrêts de la Cour sont publiés au journal officiel. Ils sont immédiatement exécutoires. Le procureur général en poursuit l'exécution. Elle note que M. B, Z et B sont poursuivis pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline sur pied de la disposition légale dont l'inconstitutionnalité a été déclarée par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, elle se déclare incompétente vis-à-vis de ces prévenus-là. En agissant ainsi, la haute cour militaire se conforme à la disposition pertinente de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution, en renvoyant chaque prévenu devant son juge naturel. Toutes choses restant égales par ailleurs, il en sera de même avec notre client. Dans le même sens, la Cour de cassation, dans son arrêt sous RP 1297/1302/1338/1352 dit arrêt Doli Makambo, rendu à date du 20 juillet 2022, a statué et jugé que la haute cour militaire est incompétente pour juger les demandeurs civils de leur État poursuivis en participation criminelle avec les policiers équois justiciables de juridiction militaire. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours seulement que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a eu à se déclarer incompétente dans la cause sous RPA 351 Cour militaire Gombe et RMP du 22 août 2023 où une femme d'un militaire
avait été condamnée au premier degré par le thème Gengaliema pour avoir soi-disant tué son mari. Dès lors, ne peuvent s'appliquer en l'espèce que les articles 93 et 115 du Code judiciaire et militaire reconnaissant la compétence aux juridictions ordinaires, aucune corréité ou complicité n'étant visée dans les charges contre le prévenu. D'ailleurs, les dispositions approximatives du Code judiciaire et militaire antérieur du 18 novembre 2022 à la Constitution du 18 février 2006 sont balayées, battues en par la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, en ce qu'elle dispose, en son article 99. Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de plusieurs infractions qui sortent de la compétence des juridictions de nature et des rangs différents, la juridiction ordinaire du rang le plus élevé, compétente à raison de l'une des infractions, l'est aussi pour connaître des autres. Et l'article 100 de la même loi que si avant de renchérir sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire et militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables de juridiction de nature et des rangs différents sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. C'est en d'autres termes dire que dans la même hypothèse où la Cour serait ici également compétente, la loi, en conformité avec l'article 156 de la Constitution, reconnaît ici la primauté, sinon la compétence exclusive des seules juridictions ordinaires pour juger les prévenus. Par conséquent, la Cour militaire ne devrait pas non seulement se dédier, mais suivra également la position de ces autres juridictions, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et la Haute Cour militaire dans les causes reprises ici haut, en se déclarant incompétente et renvoyer ainsi les prévenus devant son juge naturel. Et si, par impossible, la Cour de séance s'est déclarée compétente pour statuer sur le cas, elle devra néanmoins annuler les procès-verbaux établis au niveau de l'état-major renseignement militaire pour diverses violations de la loi. Tout ça énerve l'état de droit et suffit à rendre nul tout ce qui a été si malencontreusement fait avant la saisine de la Cour, ce qui appelle la mise en liberté pure et simple du prévenu. Point 2, Monsieur le Président, distingué juge, des nullités de procès-verbaux pour défaut de qualité des OPJ. Monsieur le Président, ici nous nous référons principalement aux articles 5, 7 de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun qui disposent en la qualité d'officier de police judiciaire ceux à qui cette qualité a été conférée par la loi ou par arrêté du président du conseil judiciaire, procureur général de la République, pris dans la forme prévue par la loi. Et l'article 7 prévoit les serments, tandis que l'article 8 qui traite de l'habilitation et dispose ce qui suit. L'habilitation ainsi que la prestation des serments prévus à l'article précédent sont constatés sur procès verbal. Elles donnent lieu à l'octroi à l'intéressé d'un numéro d'identification et d'une carte d'officier de police judiciaire conforme au modèle déterminé pour chaque ressort du tribunal de grande instance par arrêté du président du conseil judiciaire, procureur général de la République. L'article 126 du même texte, quant à lui, dispose: les officiers de police judiciaire énoncent leur nom, poste-nom, leurs fonctions principales, ainsi que leur qualité d'officier de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire. Ils indiquent en outre le lieu où ils instrumentent, leur numéro d'identification et l'étendue de leurs compétences matérielles.
Tout procès verbal se termine par les serments suivants. Je jure que le présent procès verbal est sincère. Les mentions énoncées à l'article 126 sus-repris sont des mentions substantielles que doit contenir tout procès verbal établi par un officier de police judiciaire et que l'absence de l'une d'elles rend le procès verbal nul et irrégulier. Or, dans les cas d'espèce, nulle part sur le procès verbal établi, l'OPJ ne se conforme à cette disposition légale en mentionnant par exemple son nom comme le veut la loi, son numéro d'ordre, preuve de sa qualité. Ainsi donc, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance en vedette, tout procès verbal établi par un officier de police judiciaire non habilité ou n'ayant pas prêté serment ou dont l'habilitation a été suspendue ou retirée est nul et de nul effet. Ceci est conforme à l'arrêt rendu par la Haute Cour militaire sous RPA 042/10 et qui dit en substance: la Haute Cour militaire estime qu'au regard des articles 7 et 19 que nous venons de lire tantôt de l'ordonnance en vedette que faute de pièces justifiant sa qualité d'officier de police judiciaire dans les ressorts de la ville de province de Kinshasa, tous les procès verbaux établis par elle, ici il s'agissait d'un OPJ d'une dame, dans les 10 ressorts et dans la présente cause sont nuls et de nul effet. C'est dans le feuillet 14 de l'arrêt 600. Monsieur le Président, nous avons également, dans le même ordre d'idée, la jurisprudence dans les dossiers Germain Katanga et d'autres jurisprudences que nous citons dans les mémoires que vous allez retrouver. Et, Monsieur le Président, à cela, il faudrait ajouter, pour violation de disposition de l'article 126 que nous venons d'énumérer, les PV des constats du 8 juin 2023, c'est le code 176, établi lors de la perquisition au niveau de la concession cette maison. Il y a également celui des PV des constats du 8 juin 2023 à la résidence 6 avenue Moero numéro 88, quartier Makutan de la commune de Lubumbashi, code 182. Et celui du 9 juin 2023 à la résidence 6 avenue Roué au numéro 15, quartier Lido, commune de Lubumbashi. Ou également, Monsieur le Président, conformément à l'article 53 de l'ordonnance en vedette, il devrait être délivré lorsqu'on établit un PV de saisie d'objet, un exemplaire ou une copie certifiée du procès verbal de saisie. On vous l'a dit ici, on a saisi le téléphone de Salomon, on lui a saisi même sa montre. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on peut saisir une montre. Mais on ne lui a pas remis une copie de ce PV, conformément à la loi. Donc, Monsieur le Président, vous trouverez également cette même irrégularité dans les PV de saisie des prévenus à la cote 199. Par conséquent, votre cour annulera purement et simplement tous ces PV litigés pour violation de la loi. Monsieur le Président, il y a également diverses violations de la loi qui ont été commises à charge de Salomon. On a parlé ici par mon confrère Hervé que l'avantage que nous, Congolais, nous avons est que même la durée de la garde à vue est prévue par la Constitution. La durée de la garde à vue. Mais, vous l'avez suivi ici, développé, que lorsque, au niveau de renseignements militaires, on s'est rendu compte qu'ils étaient au-delà de 48 heures, le sous-chef d'état-major chargé des renseignements militaires va adresser un courrier à l'auditeur général pour demander qu'il soit autorisé à proroger la détention au-delà de 48 heures.
Et c'est l'auditeur supérieur militaire qui va lui demander de renvoyer plutôt et les prévenus et tous les dossiers. Mais malheureusement, Monsieur le Président, cela ne sera pas le cas. Salomon sera encore gardé presque 10 jours après, avant que l'on puisse les renvoyer à l'auditorat supérieur. Monsieur le Président, vous remarquerez également que dans votre dossier de pièces, que Salomon n'a été confronté à personne. À personne. Or, ici, nous avons un arrêt de la Cour suprême de justice qui a toujours considéré irrégulières les procédures pénales dans lesquelles les prévenus n'ont pas été entendus ou confrontés et celles dans lesquelles a été omis certains devoirs d'instruction, alors que l'infraction doit s'établir, preuve à l'appui, à la lumière des éléments du dossier lors de l'instruction tant préjudictionnelle que juridictionnelle. Les références de l'arrêt sont dans le mémoire unique. Monsieur le Président, nous allons peut-être terminer par cela, que Rubens également dit, c'est dans son ouvrage de droit judiciaire congolais, précisément le tome 3, sur l'instruction criminelle et la procédure pénale à la page 49. Voilà ce que Rubens dit, que c'est en vertu des principes généraux du droit que les juges écartent les débats. Tout procès verbal entaché d'irrégularité. Donc, Monsieur le Président, je dis bien au cas où votre cour se déclarerait compétente, vous n'aurez aucune raison de ne pas écarter tous ces procès-verbaux qui ont été établis au niveau de renseignements militaires. Mais également, Monsieur le Président, peut-être quelque chose dont nous avons également retrouvé dans le dossier. Monsieur le Président, comme on vous l'a dit également, dans ces procès, il y a eu beaucoup de violations de la loi. Vous pouvez vous imaginer que les chefs, les sous-chefs d'état-major chargés des renseignements militaires avaient eu même à son temps à solliciter auprès de l'auditeur général que le président Moïse Katumbi ne puisse pas quitter le pays. Parce qu'au-delà de Salomon, c'est peut-être Moïse qu'on est en train de chercher. Vous voyez, Monsieur le Président? Donc, il y a autant. Oui, Monsieur le Président. Maître, parlons du prévenu qui est devant là. Oui, juste parmi les violations. Merci, Président, pour... Donc, bon, je laisse Maître Ledy pour le dispositif. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai fait mienne les différentes interventions de mes estimés confrères de manière simpliste. Vous allez, la Cour des séants va constater que notre client, n'ayant pas la qualité de militaire ou d'assimilé, ne pouvait donc pas être traduit par des verbes. Première précision. Deuxième précision, comment un civil pouvait être justiciable de la Cour militaire? Parce que même les militaires, n'importe quel militaire n'est pas justiciable de la Cour militaire. À plus forte raison, un civil de son État. Donc vous allez donc décliner votre compétence parce que vous êtes sur pied de la compétence personnelle. Il paiera donc à la Cour de dire, de recevoir donc le mémoire développé, ici développé, et c'est déclaré incompétente matériellement. Décliner la compétence à juger M. Salomon Idi, dès là, au regard de toute l'argumentation développée, si haut, si par impossible, la Cour se déclarerait compétente, elle annulera
néanmoins tous les procès établis pour violation des mentions substantielles et violation de la loi. De constater donc toutes ces violations des droits du prévenu telles que garanties par la Constitution et va donc tirer toutes les conséquences. Nous avons dit, et je pourrais compléter par un tour. Vous avez ici l'économie de notre mémoire unique. Mais moi j'ai un disciple. Mais avant d'avoir un disciple, j'ai un maître. Mon maître, c'est Éric Dupond-Moretti. Il dit dans son ouvrage « Le droit d'être libre ». Le droit d'être libre, c'est la garantie. La Constitution, au-delà de la panoplie des dispositions qui sont du reste, s'il n'y a pas état de droit proclamatoire, il y a nécessité, Monsieur le Président, de parler cette fois-là, pas au Président, pas au ministère public qui fait un travail imparable, mais à la conscience, parce que quelqu'un a écrit l'intime conviction. Monsieur le Président, la torche que nous portons, les drapeaux sur lesquels vous êtes assis, vous donnent une responsabilité historique. Cette responsabilité historique n'obéit pas au dictat du politique, n'obéit pas à une justice par procuration. Non, obéit à la loi. Et nous avons confiance en vous, Monsieur le Président. Maître, retournez sur les mémoires. Je suis dans les mémoires. L'état de droit, Monsieur le Président, est un boulevard. Mais pas un boulevard sans fait de signalisation. C'est la loi qui nous indique les proportions et les dimensions de chaque personne. Mais moi, je voulais m'adresser beaucoup plus, parce que la loi parle de l'intime conviction, qu'au regard de notre mémoire unique, au regard du développement savant de Maître Diakessé, du développement juridique de Maître Ngomo, de la conclusion de Maître Lady, des actes qui sous-tendent la procédure sont des actes nuls et n'ont aucune valeur en droit. Et donc, exécuter contre la personne de M. Salomon Kalonda n'ont aucune valeur juridique. Ces raccordements du pareil frauduleux, convoquer spirituellement un neveu qui est militaire, parce qu'à chaque mouvement, il suffit de le prendre. Salomon Kalonda est un civil. L'état de droit qui est constaté dans notre constitution plaide en faveur, mais quelqu'un a dit, l'impartialité du ministère public. Le mémoire unique, retenir le dispositif tel qu'il a été élucidé par Maître Lady et engagé dans le décor de Maître Lady Diakessé, et vous auriez dit le droit et le bon droit, et que l'histoire vous en sera gré, nous l'avons dit. D'accord. Pour donner son avis par rapport au mémoire unique de la défense. Laissez l'organe de l'ordre, vous avez la parole. Développé par la défense. Monsieur le Président, de prime abord, je tenais à remercier la défense pour avoir élevé les niveaux de débat. Je constate que dans cette élévation des niveaux de débat, la défense a recouru à plusieurs leçons. Il y a une leçon qui m'a rappelé ce que j'ai appris, n'est-ce pas, encore à l'école secondaire. La défense, n'est-ce pas, en évoquant la notion des raccordements frauduleux dans un procès pénal, je crus avoir affaire à un professeur d'électricité. C'est ce que je pensais. Un raccordement frauduleux dans un procès pénal, qu'est-ce que ça vient faire ici? J'ai compris que ça ne pouvait venir que, n'est-ce pas, de Maître Diakessé, qui, dans son art verboratoire, Monsieur le Président, développe les notions. Monsieur le Président, j'ai aussi été frustré parce qu'un des avocats, en prenant la parole, a dit, c'est un terme qui m'a... J'ai dit, mais est-ce que peut-être que dans la décision de renvoi, j'ai oublié certaines affaires? Parce que cet avocat a dit qu'il y a aussi plusieurs cas
des violations des droits de l'homme à charge de M. Salomon. Ça m'a fait peur. À charge de M. Salomon. J'ai compris qu'il aurait dû parler au préjudice, mais au moins, ce que le greffier a noté, c'est à charge de M. Salomon. J'ai dit, mais ça c'est important. Donc c'est quand même curieux que je jette un coup d'œil sur la décision de renvoi, sur les différents procès-verbaux, et peut-être qu'ajouter, amener une autre décision de renvoi additive. Parce que si la défense elle-même est convaincue qu'il y a plusieurs cas de violations des droits de l'homme à charge de M. Salomon. C'est que, M. le Président, peut-être que la défense a estimé que le travail du parquet, n'est-ce pas, était incomplet. Monsieur le Président, distingués membres de la Cour, c'est aujourd'hui que nous avons pris connaissance, n'est-ce pas, de ces mémos, et nous avons apprécié à juste titre le développement fait par la défense. Tout ce que nous pouvons demander à ce stade à la Cour, c'est de nous accorder un petit temps. Un petit temps pour qu'à l'audience de la remise, nous puissions, n'est-ce pas, répondre aux moyens développés, n'est-ce pas, par la défense. À cette audience-là, nous allons donc démontrer que les parquets militaires ainsi que les juridictions militaires ne sont pas allés à l'encontre de l'article 19 de la loi fondamentale, qui, n'est-ce pas, pose le principe et les tests organiques organisent le reste. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas allés, n'est-ce pas, ultra petita de la Constitution. Monsieur le Président, discernement d'heure. Je tenais aussi, c'est parce que c'est important, je me rappelle qu'à la première audience, la défense n'a pas été, j'ai toujours apprécié cette défense, mais nous avons tous suivi à la presse, n'est-ce pas, les commentaires faits par la défense. Je tenais à cette audience, avant de répondre aux moyens développés par la défense, je tenais à préciser ceci, qu'au niveau du parquet, l'auditeur militaire supérieur a pris donc la décision de procéder à la disjonction. La disjonction. D'ailleurs, même dans les mémoires, la défense est revenue abondamment sur l'histoire de l'arme, sur, n'est-ce pas, la conférence de presse tenue par un officier de l'état-major renseignement militaire. Donc, le parquet a procédé à la disjonction, tout simplement parce que, aussi dans les médias, la défense a, n'est-ce pas, inséré ces aspects dans ses mémos. C'est que dans les médias, il y a un monsieur, un responsable de ce pays, un monsieur qui a été Premier ministre, qui, n'est-ce pas, a fait une déclaration. Une déclaration comme quoi l'arme attribuée à M. Salomon et, n'est-ce pas, la propriété a été attribuée à son garde du corps pour sa protection. C'est donc important pour le parquet, Monsieur le Président, n'est-ce pas, de vérifier cet aspect des choses. Et la meilleure manière de vérifier, c'est, n'est-ce pas, c'est vérifier les déclarations faites par cet ancien Premier ministre. C'est comme ça que, Monsieur le Président, le parquet a procédé à la disjonction. La disjonction signifie que le parquet a donc ouvert d'un numéro RMP. Le fait pour lequel le parquet a estimé que l'instruction était, n'est-ce pas, suffisante, ces faits vous ont été présentés. Et pour les dossiers de l'arme, Monsieur le Président, le dossier est ouvert encore à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. Le parquet vérifie par rapport aux déclarations faites par l'ancien Premier ministre. Voilà, Monsieur le Président, donc si votre cour peut, n'est-ce pas, nous accorder un petit temps, à l'audience de la remise, nous viendrons pour répondre aux moyens, aux deux moyens, les deux moyens développés par la défense. C'est notamment lié à l'incompétence de votre juridiction et l'autre moyen relatif à la nullité des actes posés par un officier de police judiciaire de l'état-major renseignement militaire. Monsieur le Président, nous avons. La défense par rapport oui. Monsieur le Président, nous insistons à la remise. Oui, parce que quand le ministère public sollicite la remise,
la suite de son intervention est sans objet. Donc il ne doit pas commencer à donner la défense, c'est-à-dire qu'avec l'autorisation des estimés confrères, à parler d'autres choses que de la remise. C'est comme ça que lorsque le ministère public prend la parole pour parler, vous aurez aussi à nous donner la parole pour répondre. Parce qu'il risquerait de donner l'impression comme si il doit avoir la préséance sur les avocats. Non. C'est important. Mais c'est la raison pour laquelle la Cour vous a donné. Aussi longtemps qu'il parlera, nous aussi nous allons parler. Merci. Le ministère public qui est en difficulté. La remise, c'est à la week-end. C'est lui. Nous sommes à sa disposition parce que c'est un procès dans l'affaire Botetti. Je me rappelle encore que j'étais capitaine et Maître Lady encore jeune. Il rassemblait au blanc qui est derrière. S'agissant de la remise. Donc c'est notre débat de tous les jours. Monsieur le Président, à la week-end, je crois qu'à la week-end, nous serons en mesure de répondre. Ok, la Cour accède à cette demande du ministère public. La Cour renvoie la cause à la week-end. Ça sera lundi 25. Pour que l'officier du ministère public réagisse par rapport aux moyens soulevés par la défense. Plus rien. C'est à la demande du ministère public de renvoyer la cause à la week-end. Dans l'entretemps, on aura, n'est-ce pas, à suivre l'évolution de son état de santé. Plus rien ne restant en rôle, l'audience est suspendue. Vous. Ok. Abra. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour, autant pour moi, de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de ce jour est suspendue. Plus rien ne reste en rôle, l'audience est suspendue et ne répondra que le lundi 25 septembre 2023 à 9h30. Par mon téléphone. À vos ordres, mon colonel. Ça va? Je vais moins être paisible.